Bonjour à tous, donc on va se retrouver aujourd'hui pour la première formation de Centralia, avec un petit peu de retard puisque je suis en train d'enregistrer en rediffusion. Malheureusement, on n'avait pas pu enregistrer le jour de la formation lorsqu'elle a été donnée, c'était en présentiel, donc à la bibliothèque de Centralille. Il y avait environ 20 personnes, et d'ailleurs je remercie les personnes qui étaient présentes de leur motivation. C'était super intéressant, on avait pu discuter. Donc malheureusement là je suis tout seul, je suis dans ma chambre étudiante, ça va pas avoir le même aspect, ça va pas avoir le même dynamisme, mais ceux qui n'ont pas pu voir la formation ou ceux qui veulent revenir dessus, écoutez-moi bien, puisque il y a des choses à voir quand même aujourd'hui et ça peut être intéressant pour vous. Donc cette formation, elle va couvrir NumPy, qui est la librairie de calcul optimisée en Python. Donc c'est vraiment la bibliothèque de référence quand il s'agit de devoir effectuer des calculs mathématiques de haut niveau sur un jeu de données. Donc cette bibliothèque, elle présente 6 avantages majeurs. Je ne vais pas vous les relire ici, puisque ce notebook a vraiment été fait pour que vous puissiez revenir dessus au moindre doute, à la moindre explication nécessaire. Donc tout a été vraiment expliqué, commenté. Vous pouvez revenir dessus, lancer les cellules de code. Moi, ça sert à rien que je vous lise ça. Je vais parler plutôt de ce qui me vient à l'esprit en premier lieu quand j'entends parler de NumPy. Tout simplement, étant donné que ça s'appelle quand même Numerical Python, on pense à des fonctions mathématiques. Donc on pense à des concepts mathématiques nécessaires en data science, donc que ce soit des statistiques, que ce soit des probabilités, de l'algèbre linéaire, de l'analyse ou encore de l'optimisation. Donc pourquoi je vous parle spécifiquement de ces notions mathématiques-là, de ces domaines des maths, puisque on peut dire que ce sont les grands domaines de la data science. Mais ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est que son noyau est codé en C. En fait, c'est très important puisque Python, à la base, ce n'est pas un langage qui est considéré comme rapide. Donc le fait que son noyau soit codé en C, on va pouvoir vraiment profiter d'une optimisation de calcul qui fait que le temps sera vraiment réduit par rapport à une syntaxe Python traditionnelle. Mais on peut quand même profiter de la flexibilité de Python au final, puisque on va avoir des mots-clés pareils, on va avoir une syntaxe qui ressemble énormément à celle de Python classique, donc qui se rapproche vraiment de l'anglais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un langage qui n'est peut-être pas considéré comme facile, mais en tout cas assez intuitif pour commencer à coder, tout en profitant donc de la vitesse de C. Et par contre, le C, c'est pas un langage qui est aussi simple et intuitif que Python. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont très importants et qui m'ont poussé donc aujourd'hui, par le biais de Centralia, donc à vous montrer et à vous présenter carrément une formation sur cette librairie-là en particulier. Donc la classe d'objets qu'on va utiliser principalement, c'est la classe array de NumPy. Donc les arrays de NumPy, ça correspond à des matrices n-dimensionnelles qui ne peuvent contenir que des données numériques. Donc soit des entiers, soit des nombres à virgule flottante. Alors bien sûr, c'est assez problématique, ça pose des contraintes, mais bien sûr, NumPy ne peut pas tout faire. Il faut bien que NumPy soit spécialisé dans quelque chose. Et bien sa spécialisation, ce sont les calculs mathématiques à travers ces matrices n-dimensionnelles. Et dites-vous aussi que simplement, des valeurs numériques simplement, ça peut correspondre à énormément de choses. Ça peut correspondre à des données tabulaires, par exemple si on compte stocker l'âge d'un client, mais ça peut aussi correspondre à des séries temporelles, ça peut aussi correspondre à des images. Alors pourquoi des images? Puisque imaginez-vous décomposer une image selon ses pixels. Eh bien, généralement une image sera une matrice en 3 dimensions avec un canal vert, un canal rouge et un canal bleu. Et chacun des pixels, donc pour ces 3 canaux, aura une valeur entre 0 et 255 qui correspond en fait à une intensité lumineuse. Donc là, juste avec mes explications à l'oral, ça peut vous paraître assez peu parlant, mais je vais revenir dessus avec un exemple concret. Donc on va commencer tout d'abord par voir comment on peut créer un array NumPy. Donc les arrays NumPy peuvent être instanciés avec des constructeurs différents, mais leur argument commun,
leur argument commun, pardon, c'est la shape de l'array. C'est quelle est la forme de cette matrice. Donc on va mettre un tuple qui contient les dimensions de la matrice souhaitée. Donc pour rappel, un tuple, c'est une parenthèse avec deux nombres séparés par une virgule. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous avez besoin de revenir dessus, j'ai aussi préparé un notebook de récapitulatif des bases en Python. Donc je ne vais pas vous présenter ici puisque la formation serait trop longue et surtout ça n'a pas de rapport direct avec la data science. Par contre, c'est toujours bien de savoir que ce notebook-là existe. Et il sera aussi, donc d'ailleurs il a été mis en ligne sur mon GitHub que vous allez pouvoir retrouver en lien. Donc on revient à nos arrays NumPy. Donc la première des choses, bien sûr, c'est d'importer la bibliothèque NumPy. Donc on va l'importer sous l'alias np, puisque c'est vraiment une convention dans la communauté des développeurs Python. Si vous avez besoin un jour de regarder dans la documentation de NumPy, eh bien vous pouvez très bien taper np. La fonction qui correspond, et Google va directement comprendre que vous parlez de NumPy. Donc, je vous ai parlé du fait de créer un array NumPy. Eh ben, on peut créer une matrice à partir d'une compréhension de liste à l'aide du constructeur np.array. Donc, regardez ce que ça donne ici. Donc, ici, on a pris les puissances de 4 pour les nombres allant de 1 à 12. Eh ben, on va pouvoir tout simplement mettre cette liste-là au sein d'un np.array et lui affecter cette valeur à la variable m. Ben, lorsqu'on va essayer d'afficher la variable m avec print, voilà le résultat. On peut également créer une matrice à partir d'une liste de listes, donc toujours avec le constructeur np.array. Donc regardez ici, on va avoir une première liste 1, 2, 3, puis une deuxième liste 6, 9, 12, puis 38, 57, 49, etc. Et regardez ici, en fait, on a imbriqué les 4 listes dans une liste ici. Et en fait, ça va correspondre aux dimensions de notre array. Puisque si on lance, en fait, on se retrouve avec une matrice de dimension 2. Et voilà le résultat. On peut aussi créer une matrice donc, de dimension 1 x 7 qui soit remplie de 0. Donc on a le constructeur np.zeros qui s'en charge. Donc regardez ici. On a une dimension, puisqu'on n'a qu'une seule ligne, et il y a 7 valeurs. Donc on est bien dans une matrice de dimension 1 x 7. Et excusez-moi aussi, puisque j'ai dit que ici, ça correspondait à plusieurs dimensions. En fait, non. Ici, il n'y a que 2 dimensions dans cet array-là. C'est bien, donc il y a 4 lignes et 3 colonnes. Donc si on regarde les dimensions de cet array ici, on est bien sur du 4 x 3. Donc il y a bien 2 dimensions. En fait, les crochets ici, c'est juste pour montrer que on a utilisé la classe array. C'est pas parce qu'il y a une dimension en plus. Donc regardez également comment est-ce qu'on peut instancier donc une matrice qui soit cette fois-ci remplie de 1. Donc on ne va pas utiliser np.zeros, vous imaginez bien, donc on va utiliser np.once. C'était assez intuitif. Donc là, si on lance, regardez, il y a 3 dimensions, puisque regardez, il y a 1, 2 et 3. Et ensuite, on a 10 lignes et 10 colonnes remplies de 1. Donc voilà comment NumPy permet de créer une matrice avec plus de 2 dimensions. Il suffit en fait tout simplement de le préciser dans la shape en tant que première valeur du tuple. Puisque un tuple, j'avais dit que c'était 2 valeurs dans une parenthèse séparées par une virgule. En fait, ça peut être plus que ça. C'est plusieurs valeurs séparées par des virgules. Ensuite, on peut créer donc une matrice à 2 dimensions 4 x 5, donc 4 lignes, 5 colonnes, remplie de 20, avec le constructeur np.full. Donc ça, c'est la shape.
Ça, c'est les valeurs avec lesquelles on va remplir la matrice, d'où le mot-clé full. Donc si on lance le code, vous imaginez bien que des 20 sur 4 lignes et 5 colonnes. Ensuite, on peut créer donc la matrice identité de taille 3. Donc on va l'appeler I. Et comme vous le voyez, il n'y a que des 1 sur la diagonale. Alors cette formation, elle ne sera pas énormément concrète. Vous avez vu que là, on ne fait que créer des matrices sans véritable but. Mais en fait, ça permet vraiment d'avoir les bases en NumPy. Et ça permettra à ce moment-là d'utiliser NumPy dans d'autres projets. Une formation qui est un peu plus concrète, ce sera la deuxième, donc qui sera aussi diffusée sur le site. Cette fois-ci, j'ai fait attention de bien l'enregistrer en présentiel. Donc vous allez pouvoir le monde à côté, il y aura pas mal de dynamisme, donc ça peut être aussi intéressant à suivre en vidéo. Et là, à ce moment-là, on va vraiment étudier la librairie Pandas sur des exemples concrets de données. Donc sur un jeu de données que j'ai téléchargé sur Kaggle, on va pouvoir voir ça par la suite. Donc pour l'instant, on revient sur NumPy, même si c'est pas super concret. Il faut quand même garder en tête que ce notebook peut vraiment servir, puisque dans des projets en entreprise dans lesquels on va avoir besoin de NumPy, ou dans d'autres projets de data science, ou simplement peut-être des projets perso que vous allez faire, et ben ce notebook peut vraiment servir. Et dans tous les cas, même si c'est pas très concret de juste créer des matrices, eh ben, il faut bien commencer par quelque part et connaître un peu les mots-clés de cette librairie. Et quelles sont les fonctions majeures. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est qu'on peut également utiliser d'autres constructeurs pour créer des matrices particulières. Donc, par exemple, on peut utiliser np.linspace pour linear space, ce qui permet en fait de définir un nombre d'éléments qui sont espacés uniformément entre une valeur de départ, donc start, et une valeur de fin, stop. Donc là, pour avoir un exemple concret, ici on peut créer une matrice à une dimension qui contient 11 valeurs entre 2 et 22 et qui sont espacées uniformément. Donc 11 valeurs entre 2 et 22 espacées uniformément, bah ça donne 2, 4, 6, 8, 10, etc. ainsi de suite jusqu'à 22. On peut également utiliser le constructeur np.arrange afin de pouvoir créer donc une matrice qui a des valeurs entre une valeur de début et une valeur de fin avec un certain pas. Donc regardez ici, le début c'est 3, on le retrouve dans la première valeur, le pas est de 6, donc la deuxième valeur est de 9, et comme la fin est de 17, on fait 9 plus 6, ça fait 15. Ensuite, si on fait 15 plus 6, ça va faire 21, donc on va dépasser la valeur de stop. Donc au final, on va se retrouver qu'avec ces trois valeurs-là. Et également, donc, ces matrices-là peuvent servir dans différents projets en fonction de ce dont vous allez avoir besoin. Je n'ai pas d'exemple en tête précis, mais c'est toujours bon de savoir un peu quels sont tous les arguments qui permettent d'instancier des arrays NumPy. On peut aussi créer une matrice de dimension donnée avec des valeurs au hasard. Et là, par contre, ça peut beaucoup plus servir. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple concret où ces matrices-là vont pouvoir servir. Donc, si on utilise le constructeur np.random.random, on peut créer une matrice 2 x 3 remplie de valeurs au hasard entre 0 et 1. Donc là, il y a bien 2 lignes, 3 colonnes, et toutes les valeurs sont au hasard entre 0 et 1. Si je relance, regardez, les valeurs ont changé, puisque ce sont des valeurs aléatoires, ou plutôt pseudo-aléatoires, puisqu'il n'y a pas vraiment de... L'aléatoire n'existe pas réellement en informatique, mais en gros, dites-vous qu'on a instancié, donc ceux qui ont fait un peu d'informatique, et d'ailleurs ça peut servir aussi, c'est qu'on a en fait un noyau, une valeur d'un noyau a été instanciée, ça s'appelle le seed, S-E-E-D, des valeurs au hasard, ou plutôt des valeurs pseudo au hasard, et en fonction de la valeur de ce seed-là, de ce noyau, les valeurs qui sont censées sortir au hasard ont en fait des valeurs prédéterminées, puisque vous imaginez bien que
comment est-ce qu'on peut coder un véritable hasard en informatique? C'est forcément des valeurs qui ont été prédéterminées à l'avance. Et tout ce qui change en fait, c'est la valeur de ce noyau, ce qui permet de simuler un tirage au hasard de données ici. Donc si je relance, eh ben, on va encore voir des valeurs différentes. Et ça, je peux le faire à l'infini, ou presque à l'infini, puisque l'infini aussi n'existe pas en informatique. Je peux le lancer un nombre énorme de fois, j'aurai à chaque fois des valeurs très différentes. Donc on peut aussi, cette fois-ci, donc au lieu de créer des valeurs au hasard entre 0 et 1, on peut aussi créer des valeurs au hasard entre des nombres entiers. Donc entre le nombre low et entre le nombre high exclu. Donc ici, je peux créer une matrice 5 x 6 constituée de valeurs au hasard entre 9 inclus et 21 exclus, à l'aide du constructeur np.random.roundInteger, enfin roundInt. Et là, comme vous voyez, on a des 9, on a des 12, on a des 20, on n'a pas de 21 puisque la valeur est exclue, et on n'a pas de valeurs qui sortent de cet intervalle 9, 20 inclus. Je vais encore vous montrer donc deux manières de créer des matrices, ou plutôt une manière, pardon, de créer des matrices au hasard. C'est qu'on va créer des matrices remplies de valeurs suivant une loi normale centrée réduite. Alors pourquoi centrée réduite? Puisque on a une moyenne de 0 et un écart type de 1. Donc l'argument log pour la moyenne, l'argument scale pour l'écart type. Et la taille donc est 4 x 4 x 4. C'est-à-dire que c'est une matrice de 3, enfin, en 3 dimensions avec 4 lignes et 4 colonnes. Pardon, 4 dimensions, 4 lignes, 4 colonnes. Voilà. Mais aussi, au lieu d'utiliser la loi normale centrée réduite seulement, on peut avoir aussi une loi normale donc de paramètres donnés, donc mu sigma carré, avec mu la moyenne qui est égale à 5, et sigma l'écart type de 2, donc sigma carré égale à 4. Et ici, donc si je crée un N2 plutôt, donc cette fois-ci ce sera donc une matrice 2 x 2 x 2 x 2. Et là, bien sûr, on peut rentrer dans des matrices 7 x 8 x 9 x 15 x 19, etc. et faire un tuple qui soit énorme avec plusieurs valeurs différentes. Sauf que, de toute façon, l'humain, dans son cerveau, ne peut pas vraiment appréhender plus de 3 dimensions. Le reste, c'est que de l'imagination. Et du coup, même mathématiquement, comme on ne peut pas vraiment visualiser ou s'imaginer une matrice réellement en 4 dimensions, puisque le maximum qu'on connaît en perspective, c'est la 3D, eh bien, de toute façon, ce genre d'arguments seront assez rares. Là, je vous ai montré parce que c'est possible, mais généralement, voilà, dans les projets data science, dans les projets d'entreprise, dans ce que vous allez pouvoir faire avec NumPy, c'est très très rare de dépasser les 3 dimensions sur la taille de la matrice. Donc maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on peut créer un array NumPy, je vais vous montrer un peu comment l'indexer. Donc merci à Data Scientist pour ce superbe schéma. De toute façon, tout au long des notebooks que j'ai fait, je me suis énormément inspiré de la formation Data Scientist. Et j'ai bien sûr donc mis les sources. Donc là, elle n'apparaît pas ici, mais au fur et à mesure, on commence à voir un petit peu les sources apparaître et les sources de cette formation. Comme là, je l'ai montré ici, par exemple, je vous renvoie vers véritablement donc l'article que j'ai fait. Donc ça, je vous montrerai après aussi, parce qu'il y a toujours un peu un moment où il faut faire de l'autopromotion. Et également, je vous renvoie aussi vers le site de Data Scientist sur certains schémas. Voilà, c'est juste pour éviter de le mettre à chaque fois, ce qui risque en fait d'être un petit peu redondant. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que là, je vais vous montrer comment indexer un array NumPy. Donc, on peut indexer un array NumPy comme une liste, sauf que la différence, c'est qu'il faut indiquer sur quelle dimension on veut accéder. Donc, dites-vous que par exemple, comme vous le savez, pour indexer une liste, donc je vais revenir dessus, voilà, il suffit juste
de préciser entre crochets quel est l'indice de l'élément dont on veut avoir la valeur. Là, comme il y a plusieurs dimensions, on va mettre l'indice de l'élément dont on veut avoir la valeur sur chacune des dimensions. Donc là, si on veut accéder à la valeur numéro 3 pour la colonne, enfin la valeur de la ligne numéro 3 et la colonne numéro 5, alors pourquoi numéro 3 et 5 et pas 2 et 4 puisque on commence à compter à 0. Donc, vous voyez bien que c'est la première, la deuxième, la troisième valeur. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième colonne. Donc la troisième ligne et la cinquième colonne, on va mettre x, donc x c'est le nom de la matrice, crochet 2,4 pour accéder ici. Donc voilà un exemple concret. On va créer une matrice 3 x 7, donc remplie de 1, et on va afficher l'élément d'indice 1, 2. Ensuite, on va assigner la valeur moins 1 à l'élément d'indice 2, 3. Donc là, si on lance, on a mis print m. Donc voilà ici la matrice qu'on a instanciée. On affiche l'élément à l'indice 1, 2. Donc j'ai un petit peu triché puisque c'est une matrice qui n'est composée que de 1. Donc forcément, ça allait être un 1 qui allait sortir lorsqu'on utilise l'indexation. Et là, on a assigné la valeur moins 1 à l'élément d'indice 2, 3. Et du coup, pour vérifier que ça fonctionne bien, on va relancer M. Et regardez ici, pour l'élément d'indice 2, 3, c'est-à-dire donc 0, 1, 2, 0, 1, 2 et 3 ici, eh bien, sa valeur a bien changé. Et c'est comme ça qu'on fait sur NumPy. On peut également donc faire ce qu'on appelle du slicing, c'est-à-dire prendre une sous-matrice de la grande matrice dont on dispose. Et bien sûr, donc comme les listes, alors, excusez-moi, je vais juste revenir dessus, je ne sais pas si j'avais vraiment précisé cela. Ah oui, effectivement, donc voilà, on a du slicing ici. Et ben, si on veut récupérer les 3 premiers éléments d'une liste par slicing, il suffit de mettre soit 0, 2.3, soit juste 2.3. Puisque l'indice de début, s'il n'est pas spécifié, veut dire que les éléments contiennent tous les éléments du début jusqu'à l'indice de fin. Et bien là, c'est pareil, on le fait sur chaque dimension. Donc si on veut récupérer cette sous-matrice des éléments d'indice 1 à 4 et 2 à 5, donc c'est-à-dire l'élément numéro 2 jusqu'à l'élément numéro 5 et l'élément numéro 3 jusqu'à l'élément numéro 6 sur les deux dimensions, eh bien, voilà la syntaxe qu'il faut utiliser. Également, si on ne précise que un 2 points sur une des dimensions, ça veut dire qu'on va récupérer absolument toute cette dimension-là. Donc pour vous donner un exemple, ici, on a récupéré la troisième ligne, donc c'est-à-dire la ligne d'indice 2, et on va récupérer toutes les colonnes. C'est pour ça qu'il y a 2 points dans la partie colonne, c'est la partie de droite de l'indexation, à droite de la virgule. Eh bien, on récupère la ligne numéro 3, donc la ligne d'indice 2, et toutes les colonnes. Donc au final, on récupère tout simplement la ligne d'indice 2. Et voilà comme on fait sur NumPy. Donc voilà un exemple également concret lorsqu'on code. Donc je vais lancer cette cellule. Donc j'ai instancié une matrice avec 5 lignes et 6 valeurs de chaque. Donc 5 lignes, 6 colonnes. Et chaque valeur c'est du 0, 1, 2, 3, 4, 5 sur chaque ligne. Et pour récupérer le sous-array 1, 4, 2, 5, donc comme dans l'exemple du schéma qui a été fait par Data Scientist, on utilise le slicing sur chaque dimension ici. Et voilà la sous-matrice qu'on récupère. Si je veux récupérer que la troisième ligne, donc la ligne d'indice 2, comme ça a été montré ici, c'est la même syntaxe. Et enfin, si je veux récupérer que la quatrième colonne, cette fois-ci on va mettre un 2 points non pas sur les colonnes mais sur les lignes, puisqu'on va récupérer toutes les lignes de la quatrième colonne, donc de la colonne d'indice 3. Et là cette fois-ci, donc voilà l'aspect qui est donné, et si vous vérifiez, on a bien 3, 3, 3, 3 et 3
c'est-à-dire toutes les valeurs de la quatrième colonne. Donc là, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on peut indexer un array NumPy, je vais vous montrer comment on peut faire de l'indexation conditionnelle sur NumPy. En fait, ça permet d'accéder et de modifier facilement des éléments qui respectent une condition spécifique. Donc si je crée un array de dimension 3 x 3 avec des valeurs complètement au hasard, regardez ici, et que j'assigne à tous les éléments négatifs la valeur 0, donc grâce à l'indexation conditionnelle. Donc l'indexation conditionnelle, c'est juste utiliser la notation en crochet et mettre une condition à l'intérieur. Donc là, pour la matrice M, on va récupérer toutes les valeurs de M pour lesquelles, toutes les valeurs de M qui sont inférieures à 0. Et on va leur assigner 0, et du coup, regardez ici, au lieu d'avoir moins 1, moins 2, moins 5 et moins 5, à ces cases-là, eh bien, on a des 0 comme cela a été assigné dans cette cellule de code. On peut également mettre en valeur tous les éléments dont la valeur est égale à 0, et pour ça, on peut utiliser la fonction np.where. Donc, pour la valeur de M, pour chaque valeur de M qui est strictement égale à 0, eh bien, on va afficher 0 comme ça en majuscule. Et pour toutes les valeurs qui ne respectent pas cette condition, on va afficher autre. Donc regardez ici, notre matrice 0, 0, 30, 0, 3, 0, 5, 0, 10 se transforme en 0, 0 autre, 0 autre, 0, autre, 0 autre. Donc là, on voit bien qu'on a mis en valeur les 0. Donc on peut également indexer un array à l'aide d'une condition évaluée non pas sur ce même array comme on l'a vu ici, mais sur un autre array, sur une autre matrice. Donc faites attention à cet exemple. Si on crée deux arrays à 8 éléments, donc par exemple M1 et M2, eh ben, on peut assigner aux valeurs de M1 moins 1 à chacun des éléments qui respectent le fait que M2 est égal à 1. Donc ici, comparez un peu les deux matrices qui sont côte à côte. M2 est égal à 1, donc à cette position-là, à cette position-là, à cette position-là ici, ce qui correspond à M1, donc au moins 7, au moins 10 et au 3, ainsi qu'ici, à cet indice-là, donc au 5 pour M1, eh bien, ces valeurs-là que je vous ai citées, c'est-à-dire moins 7, moins 10, 3 et 5, vont être égales à moins 1 lorsqu'on va afficher M1. Et regardez, effectivement, au lieu d'avoir 3, moins 7, moins 10, 3, 6, 5, 2, 9, on a 3, moins 1, moins 1, moins 1. Donc pour ces trois valeurs ici. Ensuite 6. Ensuite, au lieu d'avoir le 5, on a 1, moins 1. Puisque pour chaque indice de M2 qui vaut 1, on va transformer M1 en moins 1. Si on devait mettre des mots sur ce que fait ce qu'on peut appeler l'indexation conditionnelle évaluée sur un autre array, ben voilà ce qu'on expliquerait. On peut également afficher les éléments de M1 pour lesquels la valeur de M2 à l'indice correspondant vaut 0. Donc là, cette fois-ci, on va afficher 3. On va afficher également 6. Et on va afficher 2 et 9. C'est bien ça. Donc maintenant qu'on a vu comment on peut créer des arrays NumPy et comment on peut les indexer, on va regarder un petit peu les opérations qu'on peut faire sur NumPy. Donc comme on a dit précédemment, l'intérêt de NumPy à la base, c'est de faire des calculs mathématiques. Donc c'est normal, c'est logique qu'on puisse voir des opérations ici dans cette formation. Et le truc c'est que les calculs sont vraiment faits en temps réduit par rapport à une syntaxe Python classique. Et c'est justement ce que je vais vous montrer, c'est ce dont je vous ai parlé en introduction, c'est ce que je vais montrer dans quelques cellules de code. Donc, suivez-moi ici pour cet exemple. Imaginons que je crée une matrice
donc appelé M encore une fois, par convention. Voilà, comme dans nos DS de maths, pas à l'époque, mais comme dans nos DS de maths en terminale, si on peut dire ça comme ça, ou en études supérieures. Eh bien, là, j'ai créé une matrice à une seule dimension avec plusieurs valeurs qui valent 0, 0,01, 0,02. En fait, il y a un pas de 0,01 à chaque fois. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que grâce à la fonction np.exp, on peut directement calculer les exponentielles de m pour chaque valeur. Donc là, lorsqu'on lance, eh bien, on va voir 1 puisque exponentielle de 0, c'est égal à 1. Puis exponentielle de 0,01, c'est égal à 1,01005017. Et par contre, exponentielle de 0,99, ça se rapproche de 2,7. Et là, du coup, on est sur du 2,69. Et comme vous l'avez vu, ce calcul a été fait vraiment instantanément. Puisque, grâce à une simple fonction, on peut en fait empacter toutes les valeurs de la matrice M et leur calculer leur exponentielle. On ayant fait tout simplement donc np.exp et en argument de cette fonction les valeurs de la matrice. Donc là, on va comparer les temps d'exécution de deux calculs sur un array qui comprend environ 3 millions de valeurs. Comme ça, on peut vraiment comprendre pourquoi on parle de calcul optimisé dans le cas de la bibliothèque NumPy. Donc tout d'abord, on va importer la bibliothèque time qui permet de manipuler le temps. Donc j'ai mis manipuler le temps, voilà, c'était la même blague que j'avais fait à la bibliothèque, je la refais. C'est que voilà, il ne s'agit pas de Doctor Strange, il ne s'agit pas de... On n'est pas dans un film de science-fiction, d'accord? On ne va pas vraiment manipuler le temps ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que grâce à time, en fait, on va pouvoir mettre un marqueur sur le temps exact qui est passé pour exécuter cette fonction. Donc, pour déterminer le moment où on commence à compter le temps, on va tout simplement utiliser la fonction time. Donc là, on crée un array de 3 millions de valeurs. On détermine le moment où on commence à compter le temps. On fait le calcul, donc on va calculer l'exponentielle du sinus plus cosinus des valeurs. Et enfin, on va finir avec, encore une fois, time, qui permet de marquer le temps. On va calculer le temps total, et ça va être le temps pour effectuer le calcul en NumPy. Donc, vous avez vu aussi que pour effectuer ce calcul, c'est-à-dire l'exponentielle du sinus plus cosinus des valeurs, ça s'est fait en une ligne de code, pas très longue. Et c'est assez intuitif, puisque, en fait, on considère la matrice entièrement, et la syntaxe de NumPy, elle est faite en fait pour qu'on puisse mettre toute la matrice, mais avec une syntaxe qui se rapproche comme si on faisait des calculs sur des valeurs classiques, sur des constantes. Et bien là, donc on va lancer ce calcul-là. Donc regardez, sur NumPy, ce calcul a été fait en 0,066 secondes. Alors que si on lance le calcul avec une syntaxe Python classique, donc avec une boucle for par exemple, eh bien on va aussi marquer le temps. On va créer la boucle et on va assigner à la valeur, donc pour i allant de 0 à 3 millions, puisqu'il y a 3 millions de valeurs ici, puisque c'est la dimension shape de NumPy, eh bien on va faire le calcul. Ensuite on va calculer la fin de la boucle et on va lancer le temps. Et vous avez vu que bon, j'avais pas fini mon explication et ça s'est quand même lancé. Mais imaginez, là on n'est que sur du 3 millions de lignes. Imaginez en entreprise où cette fois-ci il y aura 3 millions de lignes, mais cette fois-ci il y aura 400 colonnes, il y aura 500 colonnes, il y aura 600 colonnes. Enfin, un simple calcul comme ça, c'est-à-dire l'exponentielle du sinus et du cosinus des valeurs, peut durer vraiment beaucoup de temps. Et là, comme vous pouvez le comparer, même si donc le temps avec une boucle for est que, soi-disant, de 11 secondes,
il a duré vraiment 0,06 secondes avec NumPy. Donc c'est un temps qui n'est même pas appréhendable par l'humain. Et au final, NumPy a été 162 fois plus rapide. Donc ça, c'est juste sur 3 millions de lignes. Imaginez donc, comme je vous ai dit, un vrai jeu de données en entreprise. Là, ça ne fait aucun doute, il faut utiliser NumPy. Ce serait aberrant de passer autant de temps pour un simple calcul en entreprise. Donc maintenant que je vous ai comparé un peu les temps de calcul et voir un peu comment faire des opérations vraiment mathématiques de base, donc on va regarder ici quelles sont les opérations arithmétiques de base. Donc on va pouvoir faire l'addition, la soustraction, la multiplication, élever à la puissance, faire la division entière. Donc excusez-moi, on a dû juste couper au montage rapidement. Donc maintenant qu'on a vu et comparé les temps de calcul entre une syntaxe Python classique et une syntaxe à l'aide de la librairie NumPy, et bien maintenant on va pouvoir réellement regarder comment faire des opérations arithmétiques. Donc les opérations arithmétiques de base, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication, excusez-moi ici, donc la division entière ou alors le modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière, et ça peut être fait avec différents opérateurs que je vais vous montrer ici. Bien sûr, pour que ces opérations puissent être effectuées, pour qu'elles aient un sens mathématiquement, il faut que les deux matrices aient les mêmes dimensions. Il faut qu'elles aient les mêmes dimensions. Donc, si on a une matrice M1, 7, 13, 21, 14, 6, 42 et M2, 1, 2, 4, 2, 4, 8, et bien si on fait M1 plus M2, donc je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse voir les deux, voilà le résultat. En fait, on additionne chaque paire d'éléments, donc le 1 va s'additionner avec le 7, le 2 ça va s'additionner avec le 3, le 4 va s'additionner avec le 25, pour au final donner 8, 5, 25, 16, 10, 50, et c'est exactement la même chose pour chaque opération. Ça se fait à chaque fois entre paires d'éléments. C'est pareil pour la soustraction, c'est pareil pour la multiplication, c'est pareil pour la division entière, pour le modulo, et même lorsqu'on met une matrice à la puissance de l'autre. Pour effectuer plutôt un produit matriciel, donc à proprement parler, et non pas une multiplication entre deux matrices, puisqu'en fait ici c'est pas vraiment une multiplication entre deux matrices, c'est plutôt une multiplication entre les paires de valeurs des deux matrices. Pour cette fois-ci vraiment faire un produit matriciel, on va utiliser la méthode .dot des arrays NumPy. Donc, bien sûr pour rappel, pour qu'un produit matriciel ait un sens mathématiquement, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice corresponde au nombre de lignes de la deuxième. La matrice résultante aura pour dimension le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Donc ici, si on prend une matrice M1 de dimension 2 x 3 et qu'on essaie de faire le produit matriciel avec une matrice de dimension 3 x 4, eh bien, au final, on aura le nombre de lignes de la première, le nombre de colonnes de la deuxième, donc on aura une matrice résultante 2 x 4. Et voilà ici le résultat. Si vous essayez de faire ce calcul à la main, vous allez voir que c'est exactement le résultat d'un produit matriciel. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut également en fait, alors pas additionner, mais faire des opérations entre une matrice et simplement une constante. Sauf que mathématiquement, cette opération n'a pas de sens. Vous voyez bien que par exemple dans un DS de maths ou dans un exercice tout simplement, on ne peut pas additionner une matrice ou soustraire une matrice avec une constante. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une opération donc, qui est faite sur NumPy, et c'est d'ailleurs pour ça en partie aussi que au niveau de NumPy, tout a été fait en fait pour que le calcul soit optimisé. C'est que la constante,
va se diffuser pour s'étendre d'une certaine manière aux mêmes dimensions de la matrice avec laquelle il y aura une opération et pouvoir effectuer le calcul mathématiquement et que ça a un sens. Regardez ici l'exemple que je vous ai donné. Imaginez cette matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on essaye de faire M plus C, eh bien là comme ça, mathématiquement, ça n'a pas de sens puisque M est une matrice, C est une constante qui vaut 10. Par contre, NumPy va effectivement donner un résultat, regardez ici. Et ici, quand vous avez 11, 12, 13, 14, 15, 16, et que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 au début, et bien en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le C s'est diffusé, donc selon les mêmes dimensions de la matrice. Donc ici, on n'aura que des 10. Et du coup, au final, l'opération M plus C sera en fait 1 plus 10, 2 plus 10, 3 plus 10. En fait, c'est encore une fois, comme tout à l'heure, une addition par paire d'éléments à chaque fois. Et c'est grâce à ça, grâce à ce principe de broadcasting, de diffusion, que on va pouvoir, grâce à NumPy, effectuer ce genre de calcul, c'est-à-dire une matrice et une constante. Donc là, je vous ai montré le broadcasting pour une valeur constante. Cette fois-ci, je vais vous montrer le broadcasting pour une valeur vectorielle. Donc, qu'est-ce que j'entends par vecteur? C'est-à-dire qu'une de ces dimensions est égale à 1, et après, c'est soit un vecteur ligne, soit un vecteur colonne. Donc là, le broadcasting n'avait pas vraiment de contrainte, puisque quelle que soit la constante, ben, au final, elle va pouvoir s'étendre à la même forme que la matrice. Mais là, cette fois-ci, dans le cas d'un vecteur, en fait, pour que un vecteur puisse être broadcasté en dimension compatible avec la matrice, il faut qu'il respecte une des conditions suivantes. Pour chaque dimension, pour chacune des dimensions, il faut que les dimensions soient égales, ou alors qu'une des dimensions vaut 1. Donc pour vous donner un exemple, regardez ici. Pour la dimension colonne, la dimension colonne du vecteur vaut 1. On est d'accord, puisque c'est un vecteur colonne avec, donc pour colonne, il y a une seule colonne et qui comprend 2 lignes. Et ici, pour la dimension ligne, il y a effectivement 2 lignes comme la matrice M1. Donc si on fait M1 moins V1, ça a du sens, puisque regardez ici, pour chaque colonne, on va prendre la valeur de la ligne numéro 1 et la valeur de la ligne numéro 2. Donc au final, si on fait M1 moins V1, ça va faire 1 moins 5, 2 moins 5 et 3 moins 5, puis 4 moins 10, 5 moins 10 et 6 moins 10. Et voilà le résultat ici, ça nous donne moins 4, moins 3, moins 2, moins 6, moins 5 et moins 4. Donc de même, pour vous donner un exemple cette fois-ci avec un vecteur ligne, et non pas un vecteur colonne, cette opération fonctionne. Le broadcasting est possible, puisque pour chaque ligne de la matrice M2, on va avoir cette opération, donc c'est-à-dire on va lui soustraire V2, donc on va lui soustraire la première valeur de la première colonne et la deuxième valeur de la deuxième colonne. Donc au final, cette matrice-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va lui enlever moins 10 pour toute la première colonne et moins 20 pour toute la deuxième colonne. Et voilà le résultat. A contrario, on ne peut pas faire donc n'importe quelle opération mathématique qui a été citée précédemment, donc c'est-à-dire la division, la soustraction, la multiplication, les puissances, le modulo, avec ce vecteur-là et cette matrice-là, puisque pour chaque dimension, on ne respecte pas les bonnes conditions. Regardez, là il s'agit d'un vecteur colonne 5, 10, 15, 20. Donc il y a 4 lignes et une seule colonne. Eh bien, pour la dimension colonne, ça fonctionne, puisque ici,
il y a bien une seule colonne pour le vecteur. Donc ça fait partie des deux conditions qui fonctionnent. Enfin, il faut qu'il y ait une des deux qui marche. Donc une des dimensions vaut 1, ça fonctionne pour la colonne. Par contre, pour la ligne, il faut que soit la ligne du vecteur vaut 1, ce n'est pas le cas puisqu'il y a 4 lignes, ou alors que les dimensions sont égales avec la matrice. Sauf que là, le vecteur V3, il y a 4 lignes, et la matrice, il n'y a que 3 lignes. Donc au final, cette opération ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, donc, regardez l'exemple que je vous ai donné. Donc là, si on fait M-V, ça c'était l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ici, avec M2 et V2. Là, si on essaye de faire M3 et V3, donc je vais juste copier-coller ici, rajouter les 3. Et là, cette fois-ci, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, cette fois-ci, on aurait 5, 10, 15 et 20. Voilà. Et là, on aurait 1, 2, 3. Là, on aurait 4, 5, 6. Et là, 7, 8, 9. Donc, c'est juste pour reconstruire en fait l'arrêt de l'exemple. Ben, si on fait M3 moins V3, donc on va dire ici broadcasting de V3 pour pouvoir effectuer M3 moins V3. Là, on va voir une erreur. Operands could not be broadcast together with shapes 3, 3, 4, 0. Donc là, on va enlever cette erreur puisque l'idée c'est que voilà, on ait un notebook qui soit bien propre et tout. Mais voilà, pour vous montrer que ce n'est même pas la peine d'essayer puisque même sur Python, ça ne fonctionnera pas. Si vous essayez de faire M3 moins V3 ou M3 divisé par V3 ou n'importe quelle opération arithmétique de base sur cette matrice-là et ce vecteur-là, puisqu'en fait, les deux ne sont pas compatibles pour le broadcasting. Donc maintenant qu'on a pu voir les opérations arithmétiques de base sur NumPy, donc, entre différentes matrices, entre matrices vecteurs, entre matrices constantes, grâce au broadcasting notamment, on va voir comment faire des statistiques de base. Voilà, il faut toujours garder à l'esprit que NumPy, ça sert principalement à faire des calculs. Donc vous imaginez bien que NumPy permet d'effectuer ces calculs en fait différemment, donc de manière optimisée. Ça, on a pu le voir donc avec les différents temps de calcul avant. Mais il y a aussi un truc intéressant, c'est que généralement, les méthodes statistiques sur NumPy, elles disposent toutes d'un argument axis qui permet en fait de déterminer de quelle manière sera parcourue la matrice avant d'effectuer l'opération. Donc je vais vous donner un exemple concret ici. Merci encore une fois à Data Scientist pour le superbe schéma. Imaginez cette matrice-là qu'on va appeler A. Si on dit axis égale à 1, ça veut dire que la méthode statistique, enfin le calcul statistique qui est effectué, donc ici, dans ce cas précis, la moyenne, eh bien, ce calcul-là va être fait en parcourant les colonnes. Donc si on met A.min avec comme argument axis égale à 1, on va faire la moyenne de toutes les colonnes, c'est-à-dire 1, 1 et 10, divisé par 3 le total. Donc pareil pour cette ligne-là, ça fera 3 plus 5 plus 2, le tout divisé par 3. Alors que par contre, si on fait axis égale à 0, eh ben, la dimension sera donnée en parcourant les lignes, et le résultat sera donné par colonne. Donc ici, ça fera 1 plus 3 divisé par 2, 1 plus 5 divisé par 2, et 10 plus 2 divisé par 2. Et du coup, comme il y a 3 colonnes, eh ben, on va avoir 3 valeurs de moyenne différentes. Eh bien, généralement, comme les jeux de données se présentent sous forme de matrices dont les lignes sont considérées comme des individus ou des entrées, donc ça, je l'ai réexpliqué sur la formation Pandas que vous allez pouvoir retrouver sur le site Centralia dès qu'on la mettra en ligne. Et ben, les individus voilà, sont considérés comme des... Enfin plutôt, les lignes sont considérées comme des individus ou des entrées du jeu de données, et les colonnes sont considérées comme des variables. On peut dire aussi des caractéristiques. Et bien généralement, comme les caractéristiques d'un jeu de données sont les colonnes,
puisque c'est ça ce qui va vraiment, je vais me répéter, mais c'est ça ce qui caractérise une personne, c'est ça ce qui caractérise une transaction, c'est ça ce qui caractérise, je sais pas moi, un clic dans le cas d'un jeu de données marketing. Eh bien, généralement, on va utiliser la valeur axis égale à 0, puisque on va pouvoir avoir un résultat par colonne. Donc, on va pouvoir donc séparer chaque colonne indépendamment, et pour chaque colonne, eh bien, on va parcourir les lignes et donner la moyenne ou alors la statistique dont on a besoin. Donc, que ce soit la moyenne, que ce soit, je sais pas moi, le mode dans le cas de variable catégorielle, donc c'est-à-dire en fait la modalité la plus fréquente. Ça peut être aussi, j'en sais rien moi, la médiane, ça peut être l'écart type, la variance. Donc, on va reprendre tel quel l'exemple de data scientist. On va créer une matrice A et on va faire la moyenne par colonne, par ligne, et on va également faire la moyenne sur toutes les valeurs. Donc dites-vous juste que généralement, la moyenne sur toutes les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui n'est jamais fait, en tout cas, c'est jamais fait sur directement la matrice. C'est fait peut-être sur une sous-matrice, quelque chose dont on a besoin spécifiquement, mais généralement, voilà, on va pas mélanger les lignes et les colonnes et donner une moyenne globale pour tout, ça n'a pas de sens. Parce que imaginez ces valeurs-là, ça correspond, par exemple là, ça correspond à deux individus. Imaginons que voilà, ce soit des jeunes enfants, donc cet individu-là 1 an, celui-là 3 ans. Imaginez que, par exemple, cet individu-là est de la classe sociale numéro 1 et cet individu-là de la classe sociale numéro 5, par exemple. Je dis n'importe quoi. Cet individu-là a... ce bébé-là a 10 bonbons dans son tiroir alors que celui-là en a que 2, eh bien, ça n'a pas de sens de faire la moyenne des bonbons avec l'âge, avec la classe sociale. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu la raison pour laquelle, voilà, généralement, je vous le montre, puisque l'idée aussi, c'est de vraiment de couvrir tout ce qui est possible sur NumPy, mais c'est un calcul que personne ne fait, quoi. Alors, on ne va pas mélanger les lignes et les colonnes. Donc, voici une liste donc, non exhaustive des méthodes statistiques les plus utilisées, donc que ce soit la somme, l'écart type, la valeur minimale, maximale, l'indice de la valeur minimale et l'indice de la valeur maximale également. Donc là, voilà, pas besoin de commenter, si vous voulez revérifier par vous-même en faisant les calculs, vous avez la matrice A et les calculs qui sont effectués. Et bien sûr, donc là, j'ai fait tous les calculs par colonne, puisque voilà, c'est ce qu'on va préconiser en entreprise, c'est ce qu'on va préconiser lorsque, tout simplement, on analyse des données. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de pourquoi ce argmin est intéressant. Ce sera par la suite. Puisque voilà, ça peut paraître anodin ici de donner l'indice de la valeur minimale ou l'indice de la valeur maximale, mais ça peut vraiment servir par la suite. Donc, ce qu'on va voir en dernier, ou plutôt les deux dernières choses qu'on va voir avant des exemples concrets de NumPy, puisque voilà, il faut quand même que la formation elle soit intéressante, parce que c'est bien là, depuis tout à l'heure, on crée des matrices, on calcule des moyennes, on ne sait pas pourquoi. Mais là, on va vraiment voir en fait à quoi peut servir NumPy dans un cas réel, ou en tout cas qui se rapproche de la réalité, parce que ça reste quelque chose que j'ai fait spécialement pour cette formation-là. Et je me suis aussi inspiré d'Open Classroom et de ce qu'on peut trouver sur Data Scientist. Mais en tout cas, donc on peut redimensionner un array sur NumPy, donc on va appeler ça reshaper. Et ça va permettre en fait de vraiment reconstruire la matrice selon des certaines dimensions. Il faut juste faire attention que les deux matrices, donc la matrice avant redimensionnement et la matrice après redimensionnement, aient le même nombre d'éléments. Donc là, on part d'une matrice 1 fois 20, donc il y a 20 éléments, et on va la reshaper en matrice 4 fois 5. Donc là, l'opération, elle peut se faire sans problème. Donc on va utiliser, donc ici, voilà la matrice M, avec
une ligne 20 colonnes. C'est une matrice de dimension 1 fois 20. On peut accéder à ces dimensions en utilisant l'attribut shape. Donc ça va faire 20. Alors il y a écrit virgule et rien du tout. Alors pourquoi virgule et rien du tout? Puisque ça fait partie de la bibliothèque NumPy, c'est aussi une convention. Ça vous explique en fait que, c'est-à-dire ils auraient pu mettre 20 et 1, mais c'est surtout pour montrer que lors de la création de la matrice, eh bien, elle a été faite de sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule dimension. Puisque, en fait, si je mets 20 et 1, et pas juste 20 et rien, c'est comme si, en fait, la matrice était en 2 dimensions, or ce n'est pas le cas, elle est bien en une seule dimension. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur après la virgule ici. Ensuite, donc, on peut créer une variable m reshaped avec tout simplement le redimensionnement à l'aide de la méthode reshape sur NumPy. Et là, donc, en argument, on va mettre la shape de la nouvelle matrice, c'est-à-dire 4 lignes et 5 colonnes. Et là, on va afficher la matrice redimensionnée. Et regardez ici, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 jusqu'à 20 s'est transformé en 1, 2, 3, 4, 5 en ligne, puis 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 20, avec bien 4 lignes et 5 colonnes. Et bien sûr, donc j'imagine que vous y avez pensé aussi, on peut très bien reshaper une matrice en la transposant, donc en inversant tout simplement les lignes et les colonnes. Et bien ça se fait en utilisant l'attribut .t. Donc c'est .t pour transposer. Donc là, si on affiche reshaped.t, et bien vous avez bien vu ici que 1, 2, 3, 4, 5 est passé en colonne et la colonne numéro 1 est passée en ligne. Donc là, on a bien inversé les lignes et les colonnes. Maintenant, ce qu'on va voir, la dernière chose qu'on va voir donc avant de rentrer, on va pas dire rentrer dans le concret, mais voir un exemple concret d'utilisation de NumPy, c'est comment concaténer des arrêts. En fait, c'est comment fusionner plusieurs matrices selon une dimension donnée. Donc on va utiliser la méthode np.concatenate. Donc les arguments spécifiés, c'est une liste de matrices à fusionner, mais également la dimension sur laquelle la fusion doit s'effectuer. Donc est-ce que c'est selon l'axe des lignes ou selon l'axe des colonnes? Et évidemment, donc sur cette dimension-là, donc qu'on a spécifié, il faut que les arrêts soient de la même taille. Donc voilà, je vous le cache pas, c'est un excellent exemple aussi puisque ça résume absolument, enfin voilà, ça résume comment la concaténation est faite. Si on a deux matrices 2 x 3, x1 et x2, et bien si on veut la concaténer selon l'axe 0, donc c'est-à-dire selon l'axe des lignes, eh bien il faut que ils aient le même nombre de colonnes. Et là par contre, si on veut concaténer selon l'axe des colonnes, il faut qu'ils aient le même nombre de lignes. Du coup, comme on a 2 x 3, comme il y a 3 colonnes ici, en fait, on peut très bien emboîter les deux matrices. Pareil ici, on peut les emboîter en ligne. Donc au final, ça fera une matrice avec 6 colonnes et 2 lignes. Voilà. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que on emboîte les matrices selon l'axis égale à 0. Et effectivement, pourquoi? Puisque imaginez que là, il s'agit de deux individus avec âge, classe sociale et nombre de bonbons dans le placard, par exemple, pour deux bébés. Et là, pareil, eh bien, puisque ils ont les mêmes colonnes, les mêmes caractéristiques, et bien au final, en fait, ça fera juste, au lieu qu'il y ait deux individus dans notre matrice, et bien là, il y en a 4. Alors que là, si on a les mêmes caractéristiques, c'est pas très intéressant de faire la concaténation selon cet axe-là. Par contre, imaginez que x1 et x2, cette fois-ci, donc on a notre bébé avec son nombre de bonbons, la classe sociale et l'âge, et imaginez que voilà, on a donc deux autres personnes, deux autres bébés, avec d'autres caractéristiques. Lieu de naissance, je sais pas, moi j'ai pas beaucoup d'imagination, mais
nom et prénom, voilà, c'est quelque chose dont on n'a même pas parlé, eh bien, au final, on aura toujours les deux mêmes individus, sauf qu'on leur a rajouté, ils auront 6 caractéristiques au lieu de 3. Donc là, à chaque fois qu'on montre des schémas, il faut voir ce que ça donne en code. Donc là, si on crée 2 arrêts de 3 lignes et 2 colonnes, et qu'au final, donc, on essaye de les concaténer. Donc ici, on a x1 avec donc 3 lignes de colonnes et 3 lignes de colonnes. Alors pourquoi 3 lignes de colonnes et pas 2 lignes, 3 colonnes? C'était juste pour avoir un exemple un peu différent, pour vous montrer que c'est pareil que celui de Data Scientist. Eh bien, si on veut faire la concaténation sur l'axe des lignes, donc concaténation verticale, voilà ce que ça va donner. Donc on aura les 1 et les 0, et ça va s'emboîter comme ça. Par contre, x4, ça va être une concaténation sur l'axe des colonnes, donc à l'horizontale, et ça va s'emboîter comme ça. Et juste, pour ceux qui ont l'œil, regardez ici, j'ai précisé dtype égale à integer, donc pour préciser que les éléments de l'arrêt x1 sont des nombres entiers, alors qu'ici, le np.zeros pour x2, ici vous avez bien vu qu'il y a des points, donc c'est-à-dire qu'en fait, ici c'est peut-être des zéros, mais au final c'est des 0.0, ça reste des nombres à virgule flottantes. Et bien quand on concatène, c'est la valeur numérique la plus globale, donc c'est-à-dire les nombres à virgule flottantes, qui vont prendre le dessus. Donc vous avez bien vu ici que les 1, en nombre entier, se sont transformés en 1, mais en nombre à virgule flottante. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici. Lorsque les deux matrices sont fusionnées, c'est le type le plus général qui prend le dessus, c'est-à-dire le type float dans ce cas précis. Donc là, c'est pas très important, puisqu'il n'y a pas d'exemple concret derrière, mais sur des cas réels d'entreprise, ça peut vous poser problème pour les calculs, puisque on sait qu'il y a un problème de précision dans les nombres à virgule flottante, et que du coup, si vous avez la capacité de les mettre sous forme de nombres entiers, il vaut mieux les garder sous forme de nombres entiers. Donc à ce moment-là, ce qu'on pourra faire, c'est préciser, donc revenir sur x4, et par exemple mettre et préciser que le type sera entier. Donc là, on en a fini avec, on va dire, le tour d'horizon de la librairie NumPy. Donc là, je vais vous montrer 2 exemples précis d'utilisation. C'est ce dont je vous parle depuis le début. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop hypé, puisque c'est pas non plus des exemples... Enfin, ça reste des exemples assez scolaires, si on peut dire ça comme ça. Mais ça vous montre quand même une vraie utilisation de NumPy. Et pas juste créer des arrêts, calculer une moyenne, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans ce premier exemple, j'en ai montré 2, c'est que dans ce premier exemple, on va simuler le théorème central limite. Donc ce théorème, il déclare que toute somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, donc tend vers une variable aléatoire gaussienne, c'est-à-dire qui suit une loi normale de paramètres mu sigma carré. Donc là, juste un rappel, voilà la formule de densité de probabilité d'une loi normale. Eh bien, à l'aide de Python et de Matplotlib, donc ça c'est une librairie Python qui permet de tracer des graphiques, on ne va pas regarder en détail, c'est-à-dire que là l'idée c'est vraiment de juste prendre le code comme ça. Dans une autre formation, à ce moment-là on va vous montrer vraiment ce qu'il y a derrière les fonctions Matplotlib, mais là c'est pas ce qui est le plus intéressant ici, c'est surtout de voir l'aspect mathématique de NumPy et comment simuler le théorème central limite. Eh bien, on va pouvoir afficher cette fameuse courbe en cloche et le simuler. Donc ici, on configure juste la librairie Matplotlib pour pouvoir afficher les graphiques directement dans le notebook. Voilà. Ici, ça s'appelle ici une commande magique, donc c'est quelque chose qu'il faut juste retenir par cœur, que ça permet en fait de l'afficher directement sur le notebook, à contrario d'un environnement Python plus classique. Puisque là, voilà, l'environnement notebook, en soi, c'est pas vraiment un environnement classique, c'est vraiment voilà, des cellules de code décomposées avec, avec le résultat et des commentaires. Et pour moi, en fait, pourquoi j'ai utilisé d'ailleurs Jupyter Notebook, puisque ça permet réellement de décomposer étape par étape l'information et de voir les résultats pour chaque petite partie de code. Donc c'était parfaitement adapté en fait
aux formations qu'on veut vous donner à Centralia. D'ailleurs, c'est le format qu'on va garder à chaque fois. Et c'est aussi le format qui est utilisé notamment sur une plateforme très connue mondialement, c'est Coursera, par exemple. Donc, sans digression cette fois-ci, je vais essayer. On revient donc sur le fait de configurer la librairie Matplotlib. Donc, on va l'importer sous l'alias PLT. Donc, c'est encore une fois une convention des développeurs et des data scientists en Python d'utiliser ces librairies avec cet alias-là. On va aussi importer quelques fonctions mathématiques utiles. Donc NumPy a déjà été importé au début de ce notebook, mais normalement voilà, on aurait dû le réimporter. Et donc là, on va spécifier un domaine de définition en utilisant la fonction range, donc qui va prendre des valeurs de moins 300 à 300. Et ensuite, on va spécifier les paramètres de la distribution gaussienne qu'on veut afficher. Donc on veut un mu de 50, un mu de 0 pardon, et un sigma de 50. Donc un écart type de 50. Et bien là, si on reprend mot pour mot, ou plutôt élément par élément, la formule de densité de probabilité, eh bien, on peut l'afficher comme ça sur le code Python. Ensuite, on va créer une liste qui contient les images de x afin de pouvoir afficher les valeurs ensuite. Puis on va juste faire donc plt.plot, ça permet d'afficher ce graphique-là. Enfin, plutôt de faire un graphique avec pour axe des abscisses le domaine de définition et pour axe des ordonnées, pour valeur, l'image de x par f de x. Donc là, si on lance, on a une belle courbe gaussienne qui s'affiche. Très bien. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va illustrer ce théorème donc à l'aide d'un exemple similaire à celui que j'évoque dans l'article Top 10 des prérequis mathématiques importants en data science, donc que j'ai publié sur Data Scientist. Donc, comme je vous l'ai dit, donc en ce début de formation, c'est toujours bien de faire de l'autopromotion, et donc c'est le moment, c'est toujours intéressant. Donc là, si je reviens ici, donc Top 10 des prérequis mathématiques importants en data science, juste pour vous montrer rapidement. Donc ça, c'est un article que j'ai écrit donc sur le blog de cette entreprise et de cette plateforme de formation. Et ici, donc dans théorème central limite, j'ai pris un exemple en fait qui permet à travers des lancers de dés de simuler le théorème central limite. Donc, comme dans les problèmes de mathématiques qu'on avait quand on était plus petit, on peut s'imaginer quelqu'un, voilà, son délire, c'est de jeter un nombre 50 fois des dés. Donc un dé non pipé, il a 6 faces. Donc chaque face a une chance de sortir de 1/6, c'est plus probable. Et voilà, donc son délire, c'est de lancer 50 fois les dés et de calculer au final la probabilité d'avoir une somme comprise entre deux valeurs. Donc on est d'accord que si on lance 50 fois un dé, forcément la somme sera comprise entre 50 et 300, puisque 50 fois 1, 50, 6, donc c'est la valeur maximum qui peut tomber sur un dé, la face avec 6 points, donc fois 50, ça fait 300. Eh bien, le théorème central limite, il peut nous permettre de répondre à une question du type « Quelle est la probabilité que la somme des résultats obtenus soit supérieure à 200 ?» Eh bien, si on pose x, la variable aléatoire qui représente la somme des valeurs des 100 dés, la moyenne mu et la variance sigma carré, eh bien, on peut dire que mu est égal à 3,5 quand il n'y a qu'un seul dé. Donc on va le multiplier par 50, ça fera 175. Également, donc la variance d'un seul dé non pipé est de 35 sur 12. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia ou refaire les calculs à la main, c'est effectivement cette valeur. Et donc l'écart type de 50 dés donc est à multiplier par 50 aussi, ça fait 1750 sur 12. Donc au final, x suit une loi normale, n, 175, 1750 sur 12. Donc à la main, qu'est-ce qu'on fait à la main d'habitude, et dans nos DS de maths, c'est qu'on va centrer et réduire x en changeant de variable. Donc on va créer une nouvelle variable z,
tel que z est égal à x moins mu sur sigma. Et on va utiliser la table de valeurs de la loi normale centrée réduite. Voilà, donc on peut trouver un exemple ici. Donc afin de déterminer au final, quelle est la probabilité recherchée. Donc, si on fait le changement de variable, on passe de x supérieur ou égal à 200 à z supérieur ou égal à 2,076. Et d'après notre table de valeurs, on est sur du 1,9%. Ce qui n'est pas beaucoup. Et NumPy, en fait, permet d'éviter tous ces calculs en regardant directement la probabilité qui est donnée classiquement par la formule de l'intégrale de densité de probabilité entre 200 et plus l'infini. Donc là, si on essaie de retrouver ce résultat de manière empirique en simulant 50 lancers de dés, donc on va créer une matrice qui contient 50 variables aléatoires, donc une variable aléatoire par lancer de dés, et on va tirer dans chacune d'elles, donc combien j'ai mis, alors, 10 millions de valeurs au hasard entre 1 et 6. Alors pourquoi 10 millions de valeurs entre 1 et 6? Puisque pour pouvoir afficher une distribution, il faut des échantillons. Et du coup, on va tirer 10 millions d'échantillons pour chaque lancer de dés. Puis ensuite, on va calculer la somme obtenue sur les 100 lancers de dés. Et on va afficher l'histogramme, donc qui permet d'afficher la distribution de nos... Alors, non pas 100 lancers de dés, mais 50 lancers de dés. Donc là, si on lance, regardez à quelle vitesse NumPy va pouvoir effectuer les calculs, parce que dites-vous qu'on a quand même 10 millions d'échantillons et 50 lancers de dés à chaque fois. Eh bien, en peut-être même pas une seconde, ça c'est fait. Donc là, c'est pas très d'approximer effectivement une loi normale. Et ça, c'était le théorème central limite. Si on veut calculer donc la probabilité d'obtenir 200 ou plus en tant que somme donc des 50 lancers de dés, excusez-moi, au final, on a du 2,44%. Donc ça se rapproche énormément du résultat théorique. Et voilà, grâce à NumPy, comment on a pu donc simuler le théorème central limite. Maintenant, le deuxième exemple, donc je pense qu'il va être aussi plus intéressant que le théorème central limite, en tout cas à proprement parler, puisque ça va se rapprocher plus de la data science en soi, vu qu'on va avoir une première intuition du machine learning. Eh bien, on va simuler un problème de régression linéaire univariée. On va essayer de prédire le prix du loyer, donc d'une chambre, en fonction de la surface. Donc l'idée principale derrière une régression logistique, c'est de pouvoir prédire, on peut dire aussi estimer, en fait une variable y qu'on appelle variable explicative, ou alors variable cible. Tous ces mots-là sont équivalents. Donc à l'aide d'une seule variable, donc c'est pour ça qu'on a dit que ça allait être une régression linéaire univariée, x, qui s'appelle variable explicative. Donc, au final, le lien mathématique entre ces deux variables, il est modélisé par une fonction affine de la forme y est approximativement égale à une valeur bêta 1 fois x plus bêta 0. Donc ça veut dire qu'on a un vecteur bêta dans lequel bêta 0, donc c'est l'ordonnée à l'origine, voilà, ça vous rappelle les notions de fonction affine que nous avons vues en troisième. Donc on peut appeler aussi ça le biais. Et B1, c'est la pente de la droite que l'on cherche à ajuster à nos données. Mais alors comment le modèle il peut estimer les paramètres bêta 0 et bêta 1 qui prédisent le mieux donc la variable? Donc ce que j'entends par prédisent le mieux, c'est avec le moins d'erreurs possible. Eh bien, pour avoir une vraie explication de comment le modèle estime les paramètres, je vous invite à consulter cette vidéo. Donc c'est un YouTuber qui s'appelle Joshua Starmer et c'est vraiment, il fait des vidéos mais excellentes qui permet de voir comment concrètement expliquer le côté mathématique derrière sans vraiment rentrer dans les maths. Donc regardez ici, Linear Regression Clearly Explained. Et d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon like mais franchement super intéressant. Sauf que là on va pas voir ça ici parce que c'est une vidéo qui dure 27 minutes et c'est pas le but de cette formation, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionne NumPy. Ce qu'on va faire en fait,
c'est qu'on va donner des valeurs aléatoires aux paramètres bêta 0 et bêta 1, et au final, on va voir en fait quelle est la droite qui s'ajuste le mieux à nos données, puisque si on réfléchit 2 secondes, on aura un graphique donc en 2 dimensions, dans lequel on aura en abscisse, donc en X, la surface d'une chambre étudiante, et on aura en Y, donc c'est la variable cible, la variable que l'on cherche à estimer, des valeurs. Donc au final, quand on aura ce graphique-là, si on fait un nuage de points, on va voir qu'en fait, on va pouvoir faire passer une droite à travers ce nuage de points. Sauf que, c'est quoi la meilleure droite qui passe par ce nuage de points? Est-ce que c'est cette droite-là? Est-ce que c'est celle-là? 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 Et bien en fait, on va faire une rotation du vecteur bêta qui va permettre en fait de montrer comment la droite tourne, et au final, on va regarder quelle est la droite qui ajuste le mieux à nos données. Alors ce que j'entends ajuste le mieux à nos données, c'est celle où il y a le moins d'erreurs, et celle où il y a le moins d'erreurs, en fait, on va utiliser donc un indicateur, une métrique, qui s'appelle l'erreur quadratique moyenne. Donc, comme je l'ai dit, comme on cherche la droite qui s'ajuste le mieux à nos données, on peut en fait considérer ce vecteur bêta comme une succession de rotations de cette droite. Donc à chaque fois qu'on va essayer d'ajuster la droite, on va mesurer la distance entre cette droite et nos données, on va élever cette distance au carré, et ensuite on va sommer la distance. Pour déterminer l'erreur moyenne sur chaque point, au final, donc on va diviser cette somme par le nombre d'entrées, donc n, utilisé donc pour ce calcul dans notre jeu de données, et au final, comme je vous ai dit, c'est la métrique qui quantifie l'erreur de prédiction obtenue par le modèle de régression, et ça s'appelle l'erreur quadratique moyenne. Donc voilà mathématiquement ce que ça donne. Ici, donc y chapeau i, c'est la valeur qui est estimée. Comme je l'ai dit, où y chapeau est la prédiction de la variable y par produit matriciel entre une matrice x contenant la variable explicative et le vecteur de régression bêta, contenant les paramètres bêta 0 et bêta 1 optimaux estimés. Donc là, comme vous l'avez reconnu ici, le fait de faire y chapeau moins y au carré, en fait, c'est la norme euclidienne, c'est juste le fait de calculer la distance euclidienne entre les deux. Donc on va sommer ces erreurs, et on va la diviser pour avoir une moyenne de l'erreur. Puisque l'erreur, en fait, on peut considérer l'erreur comme l'écart entre la vraie valeur et la valeur prédite. D'où cette notion de distance. Donc, comme on va pouvoir le voir, pour chaque rotation de la droite, on va calculer l'erreur, et au final, en fait, on va prendre les paramètres qui minimisent cette erreur. Donc là, imaginons, je crée une matrice X, donc là vraiment, c'est pas un cas d'entreprise, c'est vraiment un cas, on va dire, pédagogique, pour que vous puissiez avoir une intuition donc, du modèle de régression linéaire qui est le plus connu en machine learning, en apprentissage automatique. Donc là, encore une fois, tous ces termes vont être vraiment définis à 100% lors d'autres formations. C'est juste que là, l'idée, c'est de ne pas s'embrouiller, c'est juste d'avoir une intuition et de voir à quel point, en fait, NumPy peut nous aider à avoir cette intuition, parce qu'on va vraiment, en fait, au lieu d'utiliser les librairies de machine learning, on va en fait recalculer l'erreur grâce à NumPy directement. Donc là, si on crée une matrice X qui contient la variable explicative, imaginez ici que ce sont des surfaces de chambres en mètres carrés. Donc on a une chambre qui fait 18 mètres carrés, 20 mètres carrés, 40 mètres carrés, 47 mètres carrés. Et là, c'est les prix. 250 mètres carrés, enfin 250 euros, pardon, 302 euros, 538 euros, 607 euros. Alors là, en fait, bon, c'est pas un travail de recherche poussé que j'ai fait, mais dites-vous que ce sont à peu près les prix qu'on peut trouver donc dans la résidence de Centrale-Lille ou sur le campus de Cité Scientifique, donc là où il y a notre école. Donc si on affiche un nuage de points qui permet de visualiser nos données, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir un graphique en 2 dimensions avec la surface ici et les prix, et bien là, intuitivement, visuellement, on peut voir qu'on peut faire passer une droite. Mais c'est quoi la meilleure droite? Et bien en fait, on va définir donc la fonction qui retourne l'erreur quadratique moyenne associée à la matrice X
au vecteur bêta et au vecteur y. On va calculer donc ici donc le y estimé. Donc le y estimé, c'est en fait, on fait le produit matriciel entre la matrice x et le vecteur bêta. Puis on calcule l'erreur quadratique donc par distance, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, on fait la moyenne de l'erreur pour obtenir l'erreur quadratique moyenne. Donc ça, cette fonction mean squared error, elle va nous permettre de déterminer cette erreur pour chaque tentative d'ajustement de la droite. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va initialiser une liste vide qui va contenir les bêta à tester, puisqu'au final, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut les paramètres optimaux, les paramètres optimaux de les meilleurs paramètres pour bêta 0 et bêta 1. Donc c'est pour ça ici en fait qu'on va le mettre dans une liste de bêta. Puisque on va ensuite donc initialiser une liste vide qui va contenir donc les erreurs. On va créer le vecteur bêta. Donc en gros, on va juste créer un vecteur bêta qui vaut 0,01 donc en tant que pente, un vecteur bêta qui va valoir 50 par exemple, et on va l'espacer uniformément. Alors pourquoi j'ai créé beaucoup de vecteurs bêta? C'est juste pour avoir en fait une intuition de comment la droite va pouvoir faire une rotation comme ça jusqu'à s'ajuster le mieux possible à côté des données. Ensuite, donc, on va ajouter l'erreur quadratique moyenne pour chaque valeur du vecteur bêta dans une liste. Donc effectivement ici, donc cette liste vide, eh bien, elle va voir quelles sont les erreurs. Et grâce à la méthode donc append des listes, eh bien, on va pouvoir calculer la métrique donc MSI, donc l'erreur quadratique moyenne, mean squared error, et ajouter le résultat de cette erreur dans notre liste d'erreurs ici, en fonction des vecteurs bêta ici, puisque on prend une boucle for qui prend chaque bêta dans notre liste de bêta. Donc si on lance ici, ça va prendre quand même un petit moment à se lancer. Puisque là, cette fois-ci, c'est bien une boucle for, ce n'est pas un calcul qui est fait avec NumPy. Ensuite, on va convertir la liste qui contient donc les erreurs quadratiques moyennes en un array NumPy. Comme ça, on va pouvoir utiliser la méthode argmin. Puis on va déterminer le bêta étoile donc optimal, donc l'indice du bêta optimal, en utilisant la méthode argmin. Donc c'est là que ça va servir. Puisque regardez ici, comme on a mis nos erreurs et que chaque erreur correspond à un bêta, et bien on va voir l'indice pour lequel l'erreur est minimum et on va retrouver en fait dans la liste de bêta le bêta pour lequel l'indice, enfin qui correspond à l'indice de la plus petite erreur. Donc là, lorsqu'on va essayer d'afficher la valeur, on va se retrouver avec un bêta optimal de 13,36, donc ce qui correspond en fait à la pente optimale de notre droite. Et voilà ici la pente optimale. Donc là, juste la cellule que j'ai passée rapidement sans expliquer, parce que je voulais vous montrer en fait l'aspect graphique, c'est que ici, eh bien, si on essaye de prédire les prix par ce bêta optimal, on va faire le produit matriciel entre x et le bêta optimal cette fois-ci, puisqu'on sait que c'est le meilleur paramètre, et que mathématiquement, pour rappel, voilà comment se modélise le lien entre les deux variables, donc pour une régression une régression linéaire. Et ensuite, donc, si on essaye d'avoir des prix prédits, et bien on va se retrouver avec, au lieu d'avoir donc nos prix qui valent
Donc je vais juste vous remontrer rapidement. Voilà. 250, 302, 538 et 607. On a 240, 267, 534 et 628. Bien sûr, puisque comme tout modèle, voilà, on ne peut pas avoir un modèle parfait qui donne exactement les mêmes prix. Eh bien, ici, l'écart moyen entre les prédictions et les valeurs et les vraies valeurs. Donc en fait, ici, il faut calculer donc la valeur absolue de l'écart entre y hat et y. Donc c'est le y prédit et le y, et on va faire la moyenne. Eh bien, elle est de 17 euros. Donc dites-vous que si moi j'arrive à faire un modèle comme ça avec des vraies données en entreprise, bah là je peux toucher le million, puisque voilà, en entreprise vous n'allez jamais trouver des modèles qui sont à 17 euros près. Ça, ce serait toucher le jackpot. Ou alors, si ils arrivent à 17 euros près, on est dans un phénomène qui s'appelle en fait l'overfitting, c'est-à-dire que le modèle suit trop la forme des données d'entraînement. Et du coup, ce modèle en fait ne va pas pouvoir se généraliser correctement à de nouvelles données. Sauf que cette fois-ci, en fait, on rentre un peu plus dans le détail du machine learning, et c'est ce qu'on verra dans une autre formation.